Bon, merci d'être là. Nous vous avons proposé ce point de presse comme un point d'étape à l'intérieur d'une séquence qui comporte de nombreux rebondissements, si nombreux que parfois on pourrait s'y perdre dans la mesure où le pouvoir et la Macronie tout entière semblent avoir un talent particulier pour mettre 1 euro dans la machine par demi-journée. Dans quelques jours, la session extraordinaire va s'achever. Elle avait été conçue pour expédier tout ce que la mauvaise gestion du calendrier parlementaire par le gouvernement avait fini par embouteiller. Et il y avait le texte sur la réforme constitutionnelle qui était le grand moment de cette session d'été qui aurait permis à M. Macron, dans la chaleur estivale et après le mondial de foot, de faire passer une réforme majeure des institutions qui aurait renforcé son pouvoir, diminué celui du Parlement. C'est-à-dire l'exact contraire de l'enseignement que nous pouvons tous tirer, quelles que soient nos opinions, du scandale Benalla-Macron. Eh bien, tout ça s'est pris les pieds dans le tapis. Et je dois dire que sans doute les événements n'auraient pas eu ce déroulement, pour moi qui suis observateur de longue date, si dès le départ la méthode mise en œuvre par le gouvernement n'avait pas ressemblé de si près à celle voulue par le président et celle exprimée depuis, et qui a conduit à ce qu'on peut nommer une crise institutionnelle. J'ai vu qu'il y avait discussion pour savoir si le mot crise d'État était approprié ou pas. Ben pourquoi pas, il faut bien qu'on arrive à nommer les choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une crise institutionnelle. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu l'autre soir au pot de départ de M. Macron et des autres chefs de la Macronie, le président s'est exprimé d'une manière faussement secrète et réellement semi-publique, avec des termes et dans des conditions qui ne sont pas, je dirais, pas respectueuses, pour euphémiser, de ce que doit être le fonctionnement normal d'un État de droit dans lequel les pouvoirs sont séparés. Or, je ne dis pas que le président de la République ne puisse pas rencontrer ses amis députés. Dans le passé, ça s'est produit souvent, mais c'est la première fois qu'on fait ça quasiment sur la place publique et avec une harangue du chef appelant les troupes à l'assaut et contre qui, je vous prie, c'est ce que nous ne saurons pas. Puisqu'à la fin, il dit qu'ils viennent me chercher sans qu'on sache qui est il. S'agit-il de vous, journalistes ? Après tout, ce serait péché mineur. Mais s'il s'agit de nous, députés, c'est une autre paire de manches. Nous sommes le pouvoir de ce pays, représentant du peuple et de l'institution parlementaire. Mais dans ce même discours, il s'en prend à la fois à la presse en général, alors qu'on ne peut s'en prendre à elle qu'en particulier, et il s'en prend au pouvoir judiciaire qu'il accuse pratiquement ouvertement de violer lui-même le secret de l'instruction. Il s'en prend à la police et il s'en prend à l'opposition. Je ne sais pas quel autre secteur a été épargné ce jour-là, mais tout le monde en a pris pour son grade, d'une manière qui est absolument insupportable, parce qu'un président de la République n'a pas le pouvoir et n'a pas le droit de mettre en cause la totalité de l'État et du système de représentation du pays, comme il l'a fait. Dans le même état d'esprit, arrogant, hâbleur, fanfaron, le gouvernement, qui avait les pieds en dedans, dès que la crise a éclaté, s'est calé sur ce comportement. Et nous avons tous vu cette chose incroyable d'un Premier ministre qui refuse de venir s'expliquer devant le Parlement, comme ça se fait dans toutes les démocraties du monde, et qui, s'il l'avait fait dès le début, aurait peut-être changé le cours des événements. Je voudrais terminer le tableau de ce gouvernement, si j'ose dire, en disant que non seulement le Premier ministre a préféré ostensiblement commenter une étape du Tour de France, son ministre des Relations avec le Parlement, dont c'est le travail et la mission à l'intérieur du gouvernement, a préféré errer dans les couloirs et à la buvette et, le cas échéant,
passer à des altercations avec ceux qui passaient dans les couloirs, plutôt que de tenir le rôle qui était le sien, qui était d'entrer dans l'hémicycle et d'y donner les explications qu'on aurait pu lui demander de faire. Pendant ce temps, Madame Belloubet, active dans les applaudissements autour du chef de l'État, reste muette pendant des heures, et nous lui faisons la grâce de dire nous comprenons que vous ne puissiez pas intervenir, puisqu'il y a des affaires judiciaires. Mais enfin, rien ne l'empêchait de dire, à part les affaires judiciaires, je suis un ministre d'un gouvernement et je fais de la politique, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Elle ne l'a pas fait. Par contre, pour ce qui est d'applaudir, alors là, ils étaient tous là. On a vu ce spectacle terrible, le président de la République entouré de ses fans, le Premier ministre au deuxième rang, le président de l'Assemblée nationale, la présidente de la commission d'enquête, les autres membres de la commission d'enquête, la ministre de la Justice, tout ce petit monde-là, applaudissant en cadence jusqu'à l'invraisemblable, puisqu'ils ont applaudi M. Benalla, dont 2 jours plus tard, avec le même sentiment d'irresponsabilité et d'impunité absolue, le président a dit que de surcroît, il était fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Alors là, les bras nous en tomberaient si on ne s'était pas attendu à tout de sa part. Donc le président de la République est fier d'avoir embauché quelqu'un qui a organisé, avec une série d'autres, une hiérarchie parallèle à l'intérieur de la police et qui s'est livré lui-même à des activités de tabassage auxquelles il n'était nullement habilité, à supposer que le tabassage soit une bonne manière de police. J'ai dit qu'une hiérarchie parallèle parce que c'est la conclusion que nous tirons du fait et qui est la seule explication que l'on a de cet ensemble de faits qui fait que des gens obéissent osant sans prévenir les autres, c'est-à-dire obéissent à des injonctions de la chaîne de commandement qui part de l'Élysée sans informer ou en contradiction avec la hiérarchie officielle de la police. Certainement, les choses sont-elles arrivées à un point de tension tel que c'est de l'intérieur que tous ces événements sont partis. Je veux dire de l'intérieur du palais de l'Élysée et de ceux qui ont à connaître de questions de sécurité. C'est sans doute la raison pour laquelle toute la Macronie a pris pour cible M. Gibelin et l'a désigné à la vindicte comme le personnage responsable de tous les manquements et de toutes les indisciplines, ce qui permet, entre autres choses, de masquer la responsabilité de tous les autres, les Otio, Ecker et compagnie. Je dis une crise institutionnelle, donc, du fait du comportement du président à l'égard des autres institutions et d'une manière générale du fonctionnement de l'État républicain. Mais naturellement, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire du point de vue de la responsabilité du gouvernement à l'égard de l'Assemblée nationale, car je voudrais rappeler que nous sommes dans une démocratie, certes présidentialiste, mais qui comporte un Parlement. Le mépris pour le Parlement s'est affiché, mais sans limite. J'ai dit tout à l'heure ce qu'il en était de cette préférence pour les étapes du Tour de France. Mais je pourrais continuer. Le gouvernement, jusqu'à présent, ne s'est jamais expliqué de rien. On dit, le Premier ministre a dit « j'ai répondu aux questions d'actualité au gouvernement au Sénat ». Mais ça, c'est pas les institutions. Et ensuite, il a fait la même chose ici. Mais les questions d'actualité au gouvernement, c'est pas le débat politique autour de la faillite de la chaîne de commandement du ministère de l'Intérieur par rapport à l'Élysée. Si bien que le Premier ministre a pensé qu'il lui était possible de s'offrir une situation de confort. Je ne parle pas de ses talents personnels, il s'agit de sa responsabilité, de la manière qu'on a de faire fonctionner une institution parlementaire. Et c'est quand même un comble que ce soit nous qui sommes hostiles à ce régime de la Ve République, qui sommes partisans de la VIe République, qui soyons obligés d'en faire le rappel. Même si c'est une monarchie présidentielle, avant que soit appliquée la réforme constitutionnelle qui a été présentée puis retirée, nous ne sommes pas dans une monarchie présidentielle absolue. Il y a un Parlement et il doit être respecté. C'est pourquoi, dès le 19 juillet, le soir, dans l'hémicycle, à 20h23, j'ai proposé qu'on ait une motion de censure. Je l'ai fait au nom du groupe La France Insoumise, pas parce que nous pensions que la motion de censure allait tout régler, mais la motion de censure, du moins, pouvait rétablir l'ordre républicain. Un gouvernement s'explique devant une assemblée, même si l'opposition sait qu'elle est l'opposition et qu'elle ne sera pas majoritaire. Alors peut-être que des jeunes gens pressés, ou qui se figurent que la vie politique est une sorte de jeu vidéo dans laquelle, à un moment donné, la partie va recommencer à zéro,
comme on a pu en avoir le sentiment à Bagnères de Bigorre lorsque le président de la République a dit « on est heureux, tout va bien, personne m'en parle ». Bon, alors oui, peut-être qu'à Bagnères de Bigorre, personne n'en parle, mais ça m'étonnerait. Il y a une crise et le monsieur croit qu'il n'y en a pas et qu'il va pouvoir l'éviter. Donc il y en a une et elle doit être traitée dans les formes. Nous ne sommes pas une entreprise. La France n'est pas une start-up. Les dirigeants de l'entreprise ne donnent pas des ordres et on ne les paye pas pour donner des ordres de qualité. Nous sommes une démocratie dans laquelle il y a nécessité de points de vue contraires. Il n'y a pas de démocratie sans point de vue contraire. J'entends avec effarement les jugements qui sont portés sur l'opposition. Depuis les plus grotesques, qui accusent Daniel Obono d'avoir fait, comme l'a dit ce pauvre monsieur Attal, qui décidément est victime de la chaleur que dénonce le président de la République, que M. Attal, député de La République En Marche, dit que Daniel Obono a organisé une conférence commune avec Mme Le Pen. Enfin, si on en est à ce niveau, quand même, je crois que la suite ne sera pas intéressante. Il faut se ressaisir et accepter qu'il y a une opposition, qu'elle s'oppose et qu'elle formule des arguments. De la même manière, le président de la République ne doit pas répondre à des questions qu'on ne lui pose pas. Personne ne lui a rien demandé concernant la valise et le bouton nucléaire ici dans cet hémicycle. Aucun d'entre nous n'a posé cette question. Par conséquent, il est inutile d'y répondre. De même, c'est pas la peine qu'il nous dise que les chaussures qu'il a aux pieds sont bien à lui et qu'il les a empruntées à personne, parce que personne ne lui pose cette question. Et ainsi de suite. Il s'est donné le confort, donc, de répondre à des questions qui ne se posaient pas, mais nous voulons lui poser des questions qui, elles, se posent concernant la façon dont, de longue main, a été organisée à l'Élysée cette branche parallèle de commandement. Et quand je dis de longue main, parce que nous nous sommes souvenus à temps, et vous voudrez bien vous-même vous en souvenir, puisque nous l'avons dénoncé, que le budget de sécurité de l'Élysée a été augmenté de 3% dans le projet de loi de finances que nous a présenté le gouvernement. Donc c'est une demande du gouvernement qui ne pouvait pas baisser tous les autres budgets des fonctionnements de l'État et demander 3% d'augmentation du budget de sécurité de l'Élysée sans se demander ni sans nous dire pourquoi faire. Maintenant, nous savons pourquoi. Il s'agissait d'organiser un nouveau service qui serait placé sous le commandement d'une série de gens qui, pratiquant des copinages malsains, semblaient s'être auto et mutuellement désignés. M. Benalla devait y jouer le rôle particulier, sans doute qu'il attendait, de sa promotion dans La République En Marche. Tout ça donne comme résultat que ces gens se sont rencontrés à plusieurs reprises pour en discuter, sans que ni la commission des lois, ni la commission de la défense n'en aient jamais entendu parler. Et pardon, mais la question de la sécurité du président de la République intéresse la commission de la défense, où nous discutons absolument de tout, y compris des dispositifs militaires de la France à l'étranger qui sont autrement plus brûlants que l'ambiance de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Par conséquent, il n'y avait pas de raison de nous cacher qu'il y avait cette difficulté. Mais eux savaient, eux ont commencé à en discuter, eux ont commencé à s'organiser et à toutes ces réunions participer M. Benalla, comme nous l'avons appris hier, au cours des auditions. Par conséquent, on a raison de parler d'une crise institutionnelle et de vouloir qu'elle se dénoue dans le respect des règles qui organisent la vie publique, politique de ce pays. Je ne dis pas que la motion de censure va mettre un point final à toute cette affaire. Bien sûr que non. Nous savons tous que, au rythme où vont les choses, de révélation en révélation, plus les brutalités qui ont été commises hier contre M. Gibelin, vont évidemment pousser les hauts fonctionnaires de l'État à tirer la leçon essentielle. La Macronie ne respecte pas la règle qui veut que les fonctionnaires, et notamment tous les fonctionnaires d'autorité, servent et obéissent, comme c'est leur devoir, à la condition que le pouvoir politique assume la responsabilité des ordres qu'il donne et que les hauts fonctionnaires exécutent. Il n'y a pas d'État républicain s'il n'y a pas cette double responsabilité. Responsabilité de la fonction publique de servir et d'obéir, responsabilité des politiques de rendre compte des ordres qu'ils donnent et d'en rendre des comptes d'abord devant le Parlement. Je pense que, compte tenu des comportements qu'ils ont pu observer, les policiers et les gendarmes, au titre de l'article 40, seraient bien inspirés, et aussitôt qu'ils le peuvent, de faire les dénonciations que leur devoir commande. Cette affaire ne fait que commencer. Il y a évidemment du neuf. C'est M. Benalla et ses habitudes
brutale. Mais on ne fera croire à personne que tout ça a surgi subitement. Sans doute était-ce déjà le cas avant que cette affaire éclate. Plusieurs de vos articles laissent penser. Bien. Dans ces conditions, nous voici rendus au point où, avant la fin de la session parlementaire, nous voulons obtenir une explication politique. Je n'appelle pas explication politique une petite séance de boxe rapide où l'on va d'un uppercut à l'autre sur les points qu'on a choisis soi-même, comme ce qu'on a vu à la séance de questions d'actualité. Je parle de rendre des comptes, de s'expliquer et de se sentir, pour la première fois, responsable devant le Parlement. Une première motion de censure a été annoncée. Pour être franc, depuis ma proposition, nous avions discuté les uns avec les autres. Nous n'aurions pas désapprouvé la formation d'un grand arc républicain contre la dérive monarchique proposée par le gouvernement, puisque aussi bien nous nous opposions à la réforme constitutionnelle, à la condition bien sûr que personne n'en profite pour passer tout son programme politique. J'ai donc demandé dès le début au président Jacob, qui était des Républicains, qui était très réticent sur l'idée de censure, me disant si on met le débat de censure, ça va clore la séquence politique. C'est un raisonnement qui a sa valeur. Et je lui ai dit, si vous déposez une motion de censure, compte tenu du fait que de l'autre côté de l'hémicycle, personne n'a l'air de cet avis, du moins prenez la précaution d'écrire un texte qu'on puisse voter. C'est-à-dire ne mettez pas dans le texte tout votre programme politique, parce qu'alors on ne pourra pas voter ça. Tenez-vous-en à l'essentiel, c'est-à-dire la République, l'ordre républicain, la responsabilité du gouvernement, et puis après, bon, au moment où on présente, où on explique sa position, chacun dit ce qu'il veut, comme il veut, et peut naturellement présenter son propre programme. Il n'y a pas d'inconvénient à ça. Mais dans la formulation du texte, n'allons pas créer dans cette séquence de confusion une confusion de plus, en donnant l'impression que tout le monde serait d'accord sur tout, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, les Républicains ont décidé de faire seuls leur texte. Ils l'ont fait dans des conditions qui semblent rendre possible le fait qu'on le vote. Et nous sommes sensibles au sens de cette attitude. C'est la raison pour laquelle, de notre côté, bien sûr, le moment venu, nous proposerons que notre texte puisse aussi être voté par des gens qui n'ont aucun accord politique avec nous. J'ai dit que le 19 juillet, j'ai fait une proposition de motion de censure et que je l'adressais à tous les groupes, j'ai bien dit les groupes, qui pourraient être intéressés et se sentir concernés. À cette époque, mes camarades communistes, comme jusqu'à hier, m'ont dit, nous croyons-nous, que ce n'est pas le plus efficace, ce n'est pas l'instrument le mieux adapté. Il leur semblait que c'en était d'autres, qu'il ne m'appartient pas de détailler et que vous pourrez leur demander. Et j'ai compris le raisonnement. Donc je me tenais pour dit qu'il n'y en aurait pas. Puisque, comme vous le savez, il faut qu'on signe de ce côté-là de l'hémicycle, il faut qu'il y ait GDR, Nouvelle Gauche et France Insoumise pour qu'on arrive à avoir le nombre suffisant de signatures. Je croise les doigts d'ailleurs pour qu'on arrive à recueillir le nombre physique des signatures, mais ça va se faire, qui le rendent possible. Alors, j'ai quand même beaucoup insisté pour que quand même ça se fasse et qu'il n'y ait pas qu'une motion de censure. Alors hier, le Bureau national du PS a donné son accord pour une motion de censure. Bon, c'est bien, et nous sommes très contents. D'autant que comme elle ne peut pas se déposer sans nous, nous voyons que c'en est fini de ni Macron ni Mélenchon. C'est aussi un événement politique à sa manière. C'est pas la peine de faire comme si je ne l'avais pas vu. J'accepte tout à fait qu'ils disent nous proposons aux autres sans tenir aucun compte du fait qu'il y a déjà 8 jours que c'est fait, parce qu'après tout, chacun a ses obligations et je ne le discute pas. Cependant, j'ai noté qu'il y avait un bon état d'esprit, une bonne volonté pour préparer un texte sur lequel on puisse tous tomber d'accord, on enlèvera les mots qu'il faut et on ne rajoutera pas ceux qui pourraient coincer. Mais surtout, j'ai pensé avec mes amis, parce qu'on s'est posé évidemment la question, vous savez comment ça fonctionne, le texte a un premier signataire, il y a une première signature, on va dire, pour ne pas genrer l'affaire, ce qui ici a un sens politique. Il y a une première signature,
Et puis, c'est cette première signature qui présente le document. Ensuite, le Premier ministre répond. Et puis, il y a une discussion commune. Chaque groupe a 15 minutes pour présenter ses raisons de soutenir la motion, puisqu'on ne tient compte que de ceux qui soutiennent les motions de censure et on ne tiendra compte que des votes pour. Il n'y a pas de vote contre dans le vote de censure. Donc, le Premier ministre répond. Et puis, les groupes ont droit à 15 minutes. Et puis, il y aura 5 minutes d'explication de vote par motion déposé, nous a-t-on dit. Donc 15 plus 5 plus 5. 25 minutes par groupe au total sur l'ensemble de la séquence politique. Honnêtement, c'est pas, ça laisse un confort de parole à tout le monde et personne dans cette affaire ne sera brimé. Cependant, reste la question de savoir qui est-ce qui va signer. J'entends parfaitement que le Parti socialiste n'ait pas envie de donner tout soudain l'impression d'une conversion à ma personne. Ce jour-là n'est pas encore venu. Et de notre côté, tout le monde comprend qu'il ne peut pas être question que tout d'un coup, on demande au Parti socialiste de représenter notre point de vue, parce que si c'était le cas, on l'aurait fait plus tôt. Alors on leur a proposé une méthode qu'on utilise beaucoup à la France insoumise pour évacuer tous les problèmes et les enjeux de pouvoir. Nous leur proposons de tirer au sort. Après tout, puisque nous allons présenter le même texte, que nous avons au point de départ, je dis bien, sur le texte, des arguments convergents pour ce qui concerne la responsabilité du gouvernement et le fonctionnement de l'État, cette manière-là permet à chacun, et en tout cas à ceux qui n'ont pas bénéficié de l'avantage du sort, de dire voilà, c'est le sort, c'est le sort. Et la présentation du texte n'aurait pas, selon que c'est celle-ci, celui-là ou tel autre qui le fait, une signification politique particulière. Voilà. Avec ces façons de faire, nous pensons que tout peut s'arranger et tout peut se faire en bon ordre. En effet, il nous paraît très important, et c'est le résultat politique auquel nous voulons parvenir, c'est de souligner l'absolu et total isolement politique de la République En Marche. La République En Marche a, je ne vais pas dire privatisé, parce qu'après on va dire que le mot est excessif, mais s'est approprié l'institution, n'écoute personne, considère que toute opposition est un complot. Le président de la République ne tient plus aucun compte de quelque organisation que ce soit des pouvoirs et pense que c'est juste une affaire scripturale. C'est écrit sur un papier, les pouvoirs sont séparés. Non, il faut montrer que les pouvoirs sont séparés. Il faut assumer cette séparation et si soi-même on bouscule toutes les frontières, clairement, on montre qu'on n'en a rien à faire. Voilà. Bon. La République En Marche s'est comportée d'une manière qu'on peut quand même qualifier de stupide. Parce que la commission d'enquête, enfin ouverte après 10 heures de rappel au règlement, aussi avec le fait que, comme le Sénat se préparait à le faire, ils se sont dit on va devenir carrément tricard s'il y a une commission d'enquête à un endroit qui fait tout l'audimat et rien à l'autre. Et à partir de là, dès qu'ils ont été galvanisés et grisés par la prise de parole du chef, ils sont revenus ici comme si ils avaient tous dans leur sac à dos un nitrolon, et ils se sont agités contre tout le monde et capté la commission d'enquête d'une manière qui est contre-productive, parce que les observateurs comme nous-mêmes savent bien que c'est ridicule de dire on n'écoutera pas, on n'écoutera personne, on ne fera pas les auditions, mais à quoi bon tout ça a lieu au Sénat? Pourquoi ne pas le faire à l'Assemblée nationale? C'est qu'ils ont l'illusion qu'en faisant tout arrêter, le tam-tam aussi arrêtera. Mais c'est une illusion. Pendant l'été, les journalistes d'un côté, les parlementaires de l'autre, chacun va compléter ses enquêtes, vérifier ses sources, comparer les photographies. Et évidemment que nous allons retrouver le dossier, peut-être même encore plus piquant qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Donc ils auront de mauvaises vacances, c'est une certitude. En attendant, ce type de comportement a abouti à la thrombose d'hier, tout le monde est parti. Ils sont donc dans le monde qui rêve, ils sont tout seuls. Et ils terminent tout seuls la commission d'enquête. On ne sait pas bien ce qu'ils vont enquêter, puisque leur victime était passée hier. Donc on pense que depuis, ils estiment qu'ils ont fait le travail. C'est pas bien d'agir comme ça. On ne fait pas des commissions d'enquête pour ostensiblement montrer qu'on n'en a rien à faire et qu'on ne s'intéresse pas aux résultats et qu'on n'est pas vraiment intéressé par la compréhension de la situation. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, alors cette nuit, nous avons échangé des textes avec le Parti socialiste, c'est très convergent, un mot de trop ici, un mot de trop là, on va faire un petit mix. On se retrouve tout à l'heure à 12h30 pour mettre au point ce texte et voir ce qu'il en est, comment on procède
pour ce qui est du dépôt, de la motion de censure, la collecte des signatures physiques, et ainsi de suite, et qui va prendre la parole et dans quel ordre. Voilà. Au moins aura-t-on terminé cette session parlementaire en remettant le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit, c'est-à-dire il y a un Parlement, et au bout du bout, c'est lui qui commande. Le pouvoir exécutif et le président n'a pas de pouvoir législatif, c'est nous qui faisons la loi. Et la loi sans la vertu, c'est-à-dire sans l'intérêt général, ça porte un nom, ça s'appelle le contrat. On n'est pas dans une relation contractuelle avec le chef de l'État, ni avec aucune des institutions. Chacune accomplit la part de tâche qui lui est dévolue et n'est pas autorisée à s'occuper de celle du voisin. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Rétablir qu'il y a une responsabilité politique et qu'elle doit être assumée par ceux qui en ont la charge, le Premier ministre et le gouvernement, qui, selon l'article 20 de la Constitution, conduit la politique de la nation. Quelqu'un ? Oui, pourquoi pas. Bonjour, monsieur. Sur le tirage au sort, vous avez eu un retour pas encore sur la position de tirer au sort, la motion, tout ça, pour le texte? Non, on va voir ça tout à l'heure, parce que tout ça, ça s'est fait quand même rapidos, quoi. Et puis moi, j'ai fermé hier soir à 23h30. Mélenchon était fermé. Donc, et de toute façon, j'ai pas de regret. Hein. Le texte de mes camarades est arrivé à 8h50 ce matin. Et ils m'avaient dit qu'ils devaient en discuter entre eux, ce qui est bien normal. Et peut-être qu'eux aussi ont fermé vers minuit, quoi. Monsieur ? Attendez, monsieur, vous prenez la parole de votre collègue, parce que c'est pas moi, c'est vous, madame, qui avez levé la main la première. Oui, mais je vous en prie. Vous allez voter la motion de censure des LR et signer la demande du PS ou du quoi. Alors, nous allons voter la motion de censure des Républicains. Pour la raison qui est qu'ils ont respecté la sollicitation morale que nous leur avons faite, d'une part, et d'autre part, le fait que depuis le début, nous disons dans cet hémicycle que nous ne nous intéressons pas aux étiquettes, mais au contenu des propositions. Je vous rappelle que ça a donné lieu à des votes croisés qui parfois vous ont surpris. Ça a donné lieu à des initiatives de dépôt en commun de recours devant le Conseil constitutionnel. Ça a donné lieu au dépôt en commun d'amendements. Je pense en particulier sur le verrou de Bercy. L'amendement était présenté en commun avec le MoDem et d'autres. Donc depuis le début que nous siégeons ici, nous disons nous ne nous intéressons pas à l'étiquette, nous nous intéressons au contenu de ce qui est proposé. Et quand le contenu correspond à ce que nous-mêmes nous avons demandé, nous ne nous donnons pas le ridicule du sectarisme qui consiste à dire comme ces machins ou ces trucs qu'ils proposent, j'en veux plus, alors que c'est ce que nous-mêmes on avait dit qu'on voulait faire. Voilà la règle. Donc on votera la motion les Républicains. Quant à l'autre motion de censure qui permet de fermer l'arc d'encerclement de la République en marche, ce sera naturellement une motion commune. Et si vous voulez bien tenir compte des faits, dans la mesure où j'en ai été le premier proposant, si vous voulez à tout prix l'attribuer à quelqu'un, ce serait à moi qu'il faudrait le faire. Mais je ne le demande pas. Ce sera une motion commune. Et je le dis parce qu'elle va être écrite en commun, parce qu'elle va être défendue en commun et argumentée séparément. Mais ce sera une motion commune de l'autre aile de l'hémicycle. Voilà. Dans la mesure où on le signe, il est assez logique qu'on le vote, oui. Oui, c'est ce qui va se produire, on va voter ce qu'on signe. Bon, pardon madame, rien de plus. Ah, pas vous, après vous. Vous comprenez pourquoi ça marche dans mon groupe? Parce que je respecte scrupuleusement les demandes dans l'ordre. Je vous en prie. Il va y avoir les deux motions de censure la semaine prochaine. On peut imaginer, au regard de la composition de l'hémicycle, qu'elles ne vont pas être adoptées. Ce sera quoi ensuite la suite, vu qu'il va y avoir les vacances parlementaires? Est-ce que l'affaire sera terminée Alors, d'abord, évidemment, on peut dire ça sert à rien, ils vont être battus. D'abord, on va voir qui vote quoi, parce que je rappelle ce que signifie la motion de censure, pour que les députés La République En Marche n'aillent pas oublier ce que ça veut dire, parce que des fois, ils ont l'air d'oublier simplement qu'ici, c'est un parlement, c'est pas un théâtre. Hein. Bon, ça veut dire que tous ceux qui votent ne votent pas la motion de censure déclarent « Je fais tout à fait confiance au gouvernement. Je fais tout à fait confiance à M. Collomb, membre de ce gouvernement, menteur patenté
devant la commission d'enquête. Oui, je fais tout à fait confiance à Monsieur Collomb, qui par ailleurs a décidé l'emprisonnement des enfants pendant 90 jours s'ils sont réfugiés. Oui, je fais confiance à Madame Belloubet, qui dit qu'elle n'a rien à dire sur le sujet alors qu'elle est la garde des Sceaux. Oui, je fais confiance au Premier ministre, qui n'a rien à fiche de nous et qui préfère une étape du Tour de France. Oui, je fais confiance à Monsieur Castaner, qui a une longue pratique des couloirs de l'Assemblée et moins longue de l'hémicycle. C'est ça qu'ils vont dire. Je voudrais que les gens qui ont voté La République En Marche ou qui sont députés se souviennent que c'est ça qu'ils vont faire s'ils ne votent pas avec nous la motion de censure. J'ajoute que si la motion de censure était votée, ça ne donnerait pas à l'opposition le pouvoir de constituer un gouvernement, puisque nous n'aurions pas de majorité. Ça veut dire que ce gouvernement est disqualifié pour qu'on lui fasse confiance. C'est ça que ça veut dire. Donc le sens politique de la motion de censure, encore une fois, c'est pas une gesticulation parce qu'il faut bien que ça soit fait. C'est un acte politique où chacun se positionne. Donc vous ne devez pas, me semble-t-il, on ne doit pas, me semble-t-il, se contenter de compter ceux qui votent pour la motion de censure. On doit aussi compter ceux qui ne votent pas et donc déclarent qu'ils ont pleine confiance dans la bande de pieds nickelés qu'on vient de voir à l'œuvre pendant toute l'affaire Macron-Benalla. C'est ça qu'ils vont faire. Et j'espère que les électeurs de La République En Marche, c'était déjà dans un océan d'abstention que nous avons tous été élus. Je ne dis pas ça qu'à la charge des députés La République En Marche. Je voudrais rappeler que les élections législatives ont fait leur petit bonhomme de chemin dans un océan d'abstention. Donc ceux qui ont voté étaient motivés pour le faire. Eh bien, c'est le moment d'être motivé civiquement pour aller dire à votre député, voilà ce que je pense. Les citoyens peuvent aller dire aux députés La République En Marche, allez voter la censure. Et naturellement, je pense que les députés La République En Marche se rendront compte du fait que dans le pays, contrairement à ce que dit le président de la République, on n'est pas heureux et ça va pas bien. Bon, après, quelle est la suite? Mais monsieur, je suis dans la même situation que vous. Vous autres, les journalistes, vous êtes là depuis maintenant une semaine. Nous sommes 17. Faire des norias à 17, maintenant, je pense que tout le monde a compris à quel point c'est difficile, vu que vous faites des norias, vous à 1 ou à 2. Bon, donc vous êtes mobilisés 24 heures sur 24. Ben, nous, on est mobilisés 24 heures sur 24 tous les 3 jours pour arriver à faire correctement notre noria. Et en réalité, les délais sont souvent plus courts quand il apparaît que 2 députés doivent retourner dans leur circonscription en cours de route pour une raison ou pour une autre, parce qu'il s'y passe des choses. Par exemple, ce matin, Bastien Lachaud, qui a suivi la réforme constitutionnelle, n'est pas là parce qu'il y a eu un incendie tragique, comme vous le savez, dans sa circonscription. Voilà. Donc, que sera la suite? Eh bien, je suis comme vous, je n'en sais rien, mais je leur fais confiance. Parce qu'il y a sans doute quelqu'un qui va encore trouver le moyen de mettre en cause un autre policier qui viendra raconter son repas de premier communion. Et puis, il y a bien quelqu'un encore qui va trouver le moyen, le président, de déclarer quelque chose d'ubuesque quelque part, du genre de quoi vous me parlez, Monsieur Benalla, j'ai l'intention de le décorer de la Légion d'honneur etc., etc. Faisons-leur confiance dans l'art d'aggraver les choses, parce que fondamentalement, ils sont mus par le mépris des institutions. Ces gens considèrent d'une manière spontanée, c'est même pas méchant, c'est qu'ils considèrent que tout ça est un vain décor qui ralentit l'efficacité du corporate dans la start-up France. Voilà. Alors à partir de là, ils ne peuvent que faire des bêtises et aller d'une bêtise à l'autre, parce que non, c'est 65 millions de Français, c'est-à-dire un peuple qui a des racines non pas chrétiennes mais gauloises, où tout le monde polémique, n'est jamais content et proteste contre toute autorité. Alors espérer que 65 millions de Français vont se laisser mener à la baguette, c'est vraiment un rêve que personne d'ailleurs n'ose vraiment faire. Même le général de Gaulle a fini par s'habituer à l'idée que les gens étaient, il disait lui-même, turbulents, et à la fin, ils l'ont mis dehors. Alors donc, à bon entendeur, salut. Si le président tient tant que ça à sa belle réforme constitutionnelle, que nous dénonçons, parce que, je le rappelle, elle prévoit l'aggravation de ce que nous avons sous les yeux. Un pouvoir présidentiel plus concentré. Eh bien, il n'a qu'à faire un référendum. Parce qu'au début, c'est lui qui menaçait avec le référendum en disant « je vais vous faire un référendum, on va voir ce qu'on va voir, les gens seront d'accord pour supprimer des parlementaires. » Ben allez-y, faites un référendum maintenant. Personne ne veut de votre réforme. Hier, ils ont eu un avant-goût de ce qui les attendait, avec le plantage de la loi fake news qui ne vaut pas un mot, qui vaut rien du tout, au Sénat. Il y a 15 jours, est-ce que c'était envisageable? À peine avions-nous décidé la constitution de la commission d'enquête dans la commission des lois, les 2 votes suivants ont été des votes favorables à l'opposition.
si vous voulez bien vous en souvenir. Et tout aussitôt, c'est un membre de La République En Marche qui a demandé la suspension de séance à partir de laquelle tout est parti en vrille. Donc, je vous le dis, la suite, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a assez d'éléments sur la table pour qu'elle soit aussi captivante que l'a été ce moment. L'erreur de M. Macron est de ne pas avoir tiré toutes les leçons de ce qu'il a dit lui-même. Il a dit « je suis là par effraction, je ne dois pas l'oublier ». Il ne doit pas oublier que tous nous sommes là sur une élection qui a explosé le champ politique français et une élection législative qui a vulcanisé la démocratie dans ce pays dans un abîme d'abstention. Il y a donc une tâche pour tout pouvoir public de reconquérir l'adhésion et le consentement à l'ordre. Et quand je dis le consentement, ça veut dire à un ordre qui nécessairement doit changer pour que les gens y consentent. Parce qu'à cet ordre-là, personne ne consent. Et je ne voudrais pas qu'on croie que le consentement à l'ordre, c'est simplement la peur de recevoir, une fois qu'on est à terre, des coups de matraque. Ou d'aller à une manifestation parce qu'on sait qu'elle va dégénérer vu que la police ne fait rien pour l'en empêcher, etc., etc. Ça, c'est pour les formes les plus extrêmes. Et pour les formes les plus banales, ça veut dire ne pas tout passer au pas de charge. Des réformes constitutionnelles, l'abolition du code du travail, etc., etc. Tout ce que nous avons vécu cette année. Et ne me racontez pas d'histoire, vous étiez aussi débordés que nous, parce qu'il en tombait une tous les 2 jours. Et tous les 2 jours, nous avons 3 ou 4 assistants, tandis que vous en avez 0. Donc c'est vous qui devez faire le travail que nous, on fait à 4 ou 5 pour arriver à comprendre ce que le monsieur a décidé pour la semaine, quand c'était pas d'un jour sur l'autre. Voilà pour la suite. Donc il va se passer des choses, bien sûr. Nous, on sait déjà aussi qu'on lui donne un rendez-vous. On tient nous-mêmes nos amphis d'été, on va être 2-3 000, hein. Ça va pas être un colloque savant, hein, notre affaire, hein, à Marseille, le 23 août, et etc., etc. Voilà. Madame. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Enfin, de toute façon, on a jusqu'à dimanche 17h. On pourrait, si on était malveillant et obsédé de tracassins, dire, eh bien écoutez, nous, on la dépose lundi, et vous êtes obligés de tout recommencer mercredi, parce qu'il y a 48 heures, etc. Bon. On nous a dit, il est d'usage. Bon, il n'est aucun usage. Il y a eu en 99, une fois, une discussion commune. Mais on n'a pas voulu se situer dans cette ambiance. C'est-à-dire, on n'a pas commencé à dire à De Rugy, non, c'est pas ça qui est marqué dans le règlement, il est marqué peut faire l'objet d'une discussion commune. Donc nous, on te dit, discussion commune, on n'est pas d'accord, il y en a 2, donc il y aura 2 votes séparés. L'idée, c'est pas d'aller d'un conflit à l'autre à l'intérieur de l'institution parlementaire. Comprenez-nous bien, depuis le début, nous savons que nous sommes dans une crise, et que c'est une crise très grave. Par conséquent, on doit se comporter maintenant comme on compte se comporter si les choses venaient à aller plus mal. Où est le centre du pouvoir dans ce pays? Constitutionnellement, il est à l'Élysée. Et nous passons comme voiture balai le Parlement. Pendant toute la crise, nous nous sommes efforcés de valoriser le fait qu'il y avait un Parlement avec des députés et que c'est eux qui sont en état d'assumer le pouvoir, de garantir la dignité de la République, etc., etc. Donc nous continuons à nous comporter de cette façon parce que nous nous disons que ces gens si désinvoltes et hâbleurs sont capables de provoquer les pires catastrophes. Et je veux, moi, dans ma responsabilité, dans celle du groupe La France Insoumise, que le pays sache qu'il n'est pas sans recours. Il n'y a pas ou M. Macron ou le chaos. Non. Il y a ou M. Macron ou le Parlement, ou un système parlementaire. C'est pour ça qu'on veut de la 6e République. Et bien sûr, un système parlementaire peut être parfaitement stable. Quelles que soient les circonstances, les Français doivent savoir qu'ils ont une représentation directe, c'est l'Assemblée nationale et ses députés. Voilà. Il faut donc se comporter de A jusqu'à Z, avant, pendant et après, en républicain et en parlementariste. Voilà l'état d'esprit. Donc on va se voir pour régler ça, comme vous me l'avez demandé. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du fait que justement le Sénat joue un rôle là pour le pouvoir assez intéressant? Oui, je connais le Sénat. Je connais le Sénat et je peux vous dire qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge parce que le Sénat, c'est pour 6 mois. Déjà. Deuxièmement, le Sénat a une habitude de méticulosité qui est transpartisane. J'ai pour ma part participé à la commission d'enquête sur les événements de la loi de Vaquet. Je peux vous garantir que qu'on soit de droite ou de gauche, on examinait jusqu'à chaque bouton de guêtre. Donc le Sénat ne va pas laisser passer les choses, il va être extrêmement pointilleux. Alors, le Sénat fait un bon travail, voilà ce que nous pouvons dire. Bon, on ne dit pas que nous, on est
des partisans dans une 6e République d'un Sénat qui fasse des commissions d'enquête. Mais en attendant, ce que nous voyons, c'est que nos collègues sénateurs, eux aussi, à leur façon, illustrent l'institution parlementaire. Encore une fois, n'allez pas croire que ça vaille de ma part ou celle de mes camarades, réconciliation avec l'idée d'un Sénat. Il faut que je fasse attention quand même. Hein. Vous, non, pardon, vous, madame, alors? Quand vous dites le dit Macron-Mélenchon, c'est terminé de la part du PS, ça veut dire quoi? Vous allez aller vers eux? Non, il ne faut pas. Moi, je ne veux pas dramatiser cet instant, mais il est intéressant parce que il nous avait semblé, mais sans doute se trompait-on, que c'était ça la ligne du Congrès. Mais on m'a dit, mais non, c'est nous qui ne sommes ni Macron ni Macron. Ah bon, d'accord, donc j'ai compris et je suis prêt à admettre cette explication. D'autant que je l'admets d'autant plus facilement que je vais être heureux du résultat. Une question politique est tranchée, je vous signale. La dernière fois qu'on a voté sur la confiance au gouvernement, 5 membres du groupe socialiste ont voté la confiance, 3 ont voté contre et tous les autres se sont abstenus. Comme vous le savez, depuis le début, je me réfère à ce vote, pas aux déclarations des uns et des autres à la faveur de tel ou tel emportement. Encore une fois, la vie parlementaire est le centre de tout. C'est elle qui définit majorité et opposition. Je rappelle qu'à un moment donné, on a exprimé, ce n'est pas nouveau, les doutes les plus extrêmes quand on a vu M. Dussopt passer de la condamnation du budget au gouvernement. Bon, là, cette question va être tranchée. À partir du moment où il y a une motion de censure et qu'il vote pour cette motion de censure et qu'il propose de le faire avec les groupes GDR et la France insoumise, eh bien, clairement, nous avons la réponse à la question numéro 1. Le Parti socialiste est donc, maintenant, un parti d'opposition frontale au gouvernement, puisqu'il a essayé de le faire tomber avec nous. Je ne dis pas qu'il va y arriver, pas plus que nous, mais il l'aura essayé. C'est un fait politique. C'est pourquoi je demande qu'on analyse avec finesse et intensité ce qui se passe dans ces murs. Ce n'est pas juste une partie de ping-pong entre les déclarations de M. Macron au fil des rues où il passe et une équipe de gens, sympathiques ou pas, qui sont là à l'Assemblée nationale et qui commentent les événements. Ce n'est pas ça dont on parle. On parle de la vie d'une institution dans laquelle les choses sont en train de bouger. Point numéro 1, il y a une crise et tout le monde le sait. Et la meilleure des preuves, c'est la commission d'enquête et la censure. Point numéro 2, la République en marche est absolument isolée. Il y a en face d'elle un arc de force qui dit « vous allez trop loin ». Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays démocratique. Point numéro 3, toute ambiguïté sur l'autre côté de l'hémicycle est levée, tout le monde est dans l'opposition. Nouvelle Gauche, GDR et LFI, ça tout le monde le savait, mais Nouvelle Gauche aussi. Donc il y a, à la faveur de ces événements, une clarification politique qui s'est opérée. Et ceci, 1 an après que M. Macron ait été élu et qu'il nous ait infligé la destruction du Code du travail, eh bien nous avons en partie mis en miettes son dispositif politique. Ça se peut. J'estime qu'on n'en est plus là, quoi. Avoir ou ne pas avoir le point, à l'époque, c'était dans une bataille sur le Code du travail. Vous vous en souvenez. J'avais dit, il a le point, forcément, la loi est votée, nous avons été mis en déroute, et on en a tiré toutes les leçons. Et c'est parce qu'on en a tiré toutes les leçons qu'on a amélioré notre efficacité ensuite, qui n'est pas si mauvaise que ça. Vous n'avez qu'à juger de la situation aujourd'hui. On n'en est plus à dire qui a le point. Nous pensons que cette fois-ci s'affiche un vrai danger d'un homme qui est grisé de lui-même et qui bénéficie d'institutions qui lui donnent des pouvoirs absolument extraordinaires. Quand il passe de « il y a une affaire, je déclare un comportement inacceptable » à « 3 minutes plus tard, je ne peux pas oublier les services que cet homme m'a rendus », ce qui, en vocabulaire républicain, est à peu près insupportable. À propos de M. Benalla, le fait acclamé par une majorité dans laquelle il y a le garde des Sceaux, il y a le président de l'Assemblée nationale, les membres de la commission d'enquête, on a franchi un seuil. Quand on complète tout ça en disant « il ne se passe rien, tout le monde est heureux, ça va bien », on voit que cet homme est ailleurs. Et quand enfin il termine en disant « je suis fier d'avoir embauché M. Benalla », c'est sa manière à lui de narguer le pays, de narguer tous ceux qui lui ont dit « mais il y a un problème, entendez-le qu'il y a un problème ». Non, il fait comme s'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Alors, je pense que ce n'est plus une discussion sur qui a le point, c'est comment faire revenir sur Terre quelqu'un qui, de manière aussi visible et ostensible, est parti dans les nuages
de sa propre griserie. Je vous demande de comprendre que c'est un vrai problème d'avoir quelqu'un qui exprime de façon ou bien aussi arrogante une volonté de provocation, ou bien est à ce point ailleurs qu'il n'enregistre pas la gravité des faits qui se présentent devant lui. C'est bon ? Bon, ben, je remercie mes collègues. Vous avez pu apprécier j'espère que vous avez pu apprécier comment nous avons chassé en meute, bien organisé, bien déployé, chaque jour au rythme des événements, et celui-ci en étant à sa manière. Merci à vous.